Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 4 août 2022. J'ai mon titre, mais je vais aborder deux sujets ce soir. Mon titre, oui, qui, au fond, peut se répondre aux deux sujets. Et le titre, c'est Les préparatifs à la solitude amoureuse. Alors, par quoi je commence? Est-ce que je vous parle de ce livre, Jean Bruyère, Roger ou Les à côté de l'ombrelle, dont la préface écrite par Annie Lebrun est remarquable, comme tout ce que fait Annie Lebrun d'ailleurs. C'est sans doute la meilleure commentatrice du Marquis de Sade. Elle a écrit au milieu des années 70, un essai fort remarqué car il s'en prenait entre autres à une catégorie de féministes victimaires. Pour elle, la puissance intellectuelle, émotionnelle, poétique, sensuelle, sexuelle des femmes était indépassable. Et qu'il n'y avait aucun intérêt pour les femmes de se positionner en victime. Alors, les personnages, aujourd'hui, il y a des féministes qui font du Marquis de Sade l'un des plus beaux représentants de cette idéologie, ou en fait qui n'est pas une idéologie, de ce fait, à la fois politique et sociétal. Les personnages féminins de Sade sont intelligentes, sont animées par une volonté de puissance, égale et parfois souvent supérieure à leur vis-à-vis masculin. Elles ont une énergie sexuelle inimaginable. Elles déploient des trésors d'habileté politique pour parvenir à leur fin. Elles sont tout sauf des victimes. Et c'est assez curieux mais je pense ce qui a contribué, à mon avis, peut-être je me répète ce soir, à faire de Sade un personnage sulfureux, c'est sans doute le film de Pasolini, Salo, les 120 jours de Sodome et Gomorrhe, et où le Pasolini politique s'est servi d'une certaine manière de Sade pour illustrer sa philosophie anticapitaliste. Et les liens qu'une catégorie de marxistes ont fait avec Sade et le capitalisme, c'est aussi l'approche de Robert Dany Dufour également, qui fait de Sade l'emblème de l'ultra-capitalisme, c'est-à-dire mainmise sur les esprits, sur les corps, violence, coercition, manipulation. Tout ça au profit d'une libido inassouvissable. Alors donc, la préface de Jean Bruyère, Roger ou Les à côté de l'ombrelle, elle est absolument formidable. Je ne vous la lirai pas, je vais simplement vous citer une seule phrase. C'est un livre, c'est un tout petit livre, une petite phrase d'Annie Lebrun, où il est question du désir, frappé du désir comme d'une balle au cœur. Le livre est paru en 1926. Il a été tiré à 112 exemplaires. Je ne suis pas allé vérifier si sur les internets on retrouve ce livre sur le marché. Peut-être, mais sans doute à un prix assez élevé. On a cru pendant un certain temps qu'il avait été illustré par Modigliani, mais en fait, il a été illustré par Jean Lursa.
Il a été réédité en 1979, mais semble-t-il, l'éditeur a fait faillite et le livre a très rapidement disparu de la circulation. Avec la réédition, avec la préface d'Annie Lebrun. Phare, comtesse et trio lunaire. Je savais que toute cette scène était une tromperie, qu'elle s'était préparée ainsi une solitude. Elles se rejoignirent aussitôt et, sans prélude, côte à côte, légèrement tournées toutes deux pour que le regard se puisse toucher, elles s'accordèrent leurs mains. Deux femmes en amour sont un spectacle digne des dieux. Leur désir est calme, pâle, pourrait-on dire. Une attention infinie guide par la gradation de leurs caresses. Elles connaissent également le secret de leur sexe, savent les instants précis de l'effleurement, les pressions nécessaires, le moment où la chair désire la pénétration. Elles savent quand et où les poitrines désirent être violentées. Quand une jambe doit, d'une pression virile, imiter la brutalité du mâle. Ouvrir, comme malgré elle, des cuisses. Écraser la gousse grisée, odorante, inondée. La comtesse affirmait les moindres mouvements de sa main disparue dans les crins de mon ami par une légère fessée dont le bruit même était une friandise excellente. De son côté, elle savait par de légères cambrures indiquer si c'était au fond ou le long du fruit que les caresses devaient insister. Leur double odeur montait dans l'air, mêlée à celle des orangers. Le phare sabrait de son balai nerveux cette scène où deux femelles magnifiques offraient chaque 10 secondes des chairs luisantes, inondées d'une sueur délicieuse que je cueillais parfois des lèvres. J'ai osé pendant quelques minutes poser mes lèvres sur des seins brunis par le soleil du sud et muni d'une extraordinaire audace descendre cette superbe vallée jusqu'au plus secret des réduits. À l'amour enceint, inattaquables les plus périlleux sacrilèges des êtres qu'il tient sous son feu. Oui, j'osais, de cet adorable contexte que je vis tant de fois fièrement briller dans les magnifiques salons de sa villa et des hôtels patriciens de Paris et de Rome, de cette comtesse si simple et si hautaine, j'osais rechercher et baiser la plus secrète des secrètes beautés. Et je la voyais répondre à mes audaces par des baisers plus furieux encore, dont profitait ma maîtresse. J'eus ma récompense. Signora P. priva Clotilde d'une main pour la tendre vers moi. Quoique tournée vers celle qui occupait malgré tout le centre de son désir, elle chercha cette chair qui était la mienne et qui ne se réveillait qu'à peine. Je l'agaçai en me refusant à la livrer de suite et ne me laissais atteindre tantôt qu'une cuisse, tantôt qu'un flanc. Le désir de la comtesse s'en amplifiait. Elle usait de représailles. Des ongles ensanglantèrent toute cette partie de nos jeux.
Enfin, je me livrai. Cette main divine me découvrit si savamment que j'en poussai une longue plainte. Alors, c'est Jean Bruyère, Roger ou les à côté de l'ombrelle. C'est publié chez La Musardine. Et c'est dans la collection Lecture amoureuse par l'incontournable Jean-Jacques Pauvert. On va changer de registre. Oui, préparatif à la solitude amoureuse. Préparatif aussi à une longue vie à deux, qui n'est pas amoureuse, mais qui est faite d'incompréhension. Alors, je vous raconte. J'ai souvent dit, et ailleurs, et partout, qu'au fond, la vraie histoire de la littérature n'avait pas été écrite, ou restait à écrire. Et qu'est cette histoire, cette véritable histoire de la littérature? Ce n'est pas l'histoire des livres, ce n'est pas l'histoire des bibliothèques, ce n'est pas les livres même que les écrivains écrivent. La véritable histoire de la littérature, c'est l'histoire des lecteurs. Et c'est difficile à écrire l'histoire d'un lecteur. Parce que l'expérience d'un lecteur, c'est comme les jeux secrets de l'amour, c'est caché, c'est secret. C'est dans les replis obscurs d'une bibliothèque. C'est un désir qui est toujours en effervescence, qui est toujours devant. Cette folie de s'entourer de livres, de les accumuler, de les lire, trop souvent parfois, de butiner de l'un à l'autre. Chaque aventure de chaque lecteur, elle est unique. Et dans ma pratique, eh bien, c'est ça qui est intéressant dans mon métier de libraire d'occasion et d'ancien, c'est que je vais sur le terrain, j'entre dans la matrice des lecteurs. Les libraires de livres neufs proposent à la vente sur leurs étals des livres et ils ne savent jamais comment ces livres-là seront reçus. Parfois, peut-être le client, la cliente va retourner, dire qu'il a aimé le conseil du libraire. Moi, personnellement, outre mes petites vidéos, je ne conseille jamais quoi que ce soit aux gens qui entrent dans mon échoppe. Et la parade que je trouve pour ne pas les conseiller, c'est que souvent les livres que j'ai aimés, moi, ne se trouvent pas dans ma librairie, ils se trouvent plutôt dans ma bibliothèque. Il y a quand même une séparation entre les deux. Alors j'entre, quand je me porte acquéreur de bibliothèque, j'entre dans la bibliothèque d'un lecteur. Et là, je comprends assez rapidement ce qui se passe. Mais il m'arrive également de ne rien comprendre ce qui se passe. Ou enfin, de me poser tout un tas de questions qui, peut-être, ne trouveront jamais de réponse. Aujourd'hui, avec mon confrère René, nous sommes allés pour la 11e fois dans ce qu'on appelle, avec un mélange d'ironie et un peu de regret, je vous le confesse, de vous l'avouer ainsi, on appelle ça le Donbass. Parce que c'est un endroit inhospitalier où on étouffe à la fois sous la chaleur et sous la poussière et des miasmes qui s'envolent quand on déplace des monticules de livres. Et on avançait, devrais-je dire, pouce par pouce, centimètre par centimètre, laborieusement. On a jugé que dans cette pièce, dont je vous ai parlé à quelques reprises, il devait y avoir 12, 13, peut-être 15 000 items, livres et DVD. Livres jamais lus, DVD, le cinéaste jamais écouté. De films jamais écoutés. Un certain nombre de cinéastes reviennent beaucoup dans cette affaire. En fait, deux. Hitchcock et François Truffaut.
qui ont, comme vous le savez, ont eu une correspondance et qui ont été assez proches d'une certaine manière. Beaucoup de livres sur les trains, beaucoup de livres sur les avions, sur la Deuxième Guerre mondiale, énormément de livres sur l'Alsace. Ça, c'est quelque chose qui m'intriguait. Bon, j'ai mon ami qui se reconnaîtra, Stéphane, il jugeait que mon hypothèse des trains et du passage de la mort était à la fois téméraire et peut-être un brin ridicule. Mais il y a 3 jours, j'ai commencé à évaluer ces livres rapportés à ma boutique et je m'étonnais de ne pas y trouver ma griffe. Car l'homme qui possédait cet amas de livres, eh bien, allait dans toutes les librairies de Montréal. Toutes, sans exception. Alors, commençant à évaluer le lot, parce que bon, je ne me suis pas porté acquéreur des 15 000 livres, j'ai dû en rapporter dans mon échoppe peut-être peut-être une vingtaine de cartons. Et comme ce sont de très gros livres, peut-être, disons, autour de 200-300. Sur 15 000, c'est assez peu, somme toute. Lorsque, enfin, j'ai retrouvé ma griffe. Alors, j'ai été, et les 2 livres qu'il avait achetés, en tout cas j'en ai trouvé 2 pour l'instant, qu'il avait achetés à ma librairie, un d'entre eux était une série sur l'histoire. Ouais, je vais aller vous le chercher. L'histoire de la France religieuse sous la direction, la double direction de Jacques Le Goff et de René Raymond. Alors, ce qu'on a appris, c'est qu'il souffrait d'une maladie dégénérative assez grave, le Parkinson, mais les 4 tomes ont été achetés dans 4 librairies différentes et il a réussi à compléter comme ça sa collection. Et le mien, le tome, c'est le tome 1 des Dieux de la Gaule à la papauté d'Avignon. C'est celui-ci. Et un a été acheté à l'échange et un autre monolisait sur la rue Saint-Denis. Alors, il allait partout. Et là, quand même, il y avait une certaine cohérence. Il savait qu'il manquait le tome 1, il savait qu'il manquait le tome 2, il savait qu'il manquait le tome 3. Il a trouvé le tome 1 chez moi quand j'étais à Côte-des-Neiges. Il n'était pas complètement... comment pourrais-je vous dire cela? La maladie, en tout cas, n'avait pas totalement mordu son esprit. Et la dame chez qui nous allons, René et moi, elle est plutôt ravie de voir que 2 zigotos, par une chaleur accablante, et c'était notre 11e visite, et on remplit sa camionnette à chaque fois, de voir deux zigotos, et puis 2 zigotos suants, peinants, se tapant les 3 étages de ce petit immeuble, plutôt vétuste, dans un quartier plutôt défavorisé. Alors, ce matin, j'allais dire à la dame en question que oui, son mari fréquentait ma librairie. Mais elle m'a devancé. Elle m'a dit qu'elle avait... Forcément,
Ça fait déjà plus de 2 mois qu'on se voit plusieurs fois par semaine, peut-être un peu moins de 2 mois, mais en tout cas, qu'on se voit régulièrement, les trois. Et elle me dit que se demandait si j'avais connu son mari. Qu'elle s'interrogeait. Et, et là, moi, j'ai eu l'audace de lui demander si elle avait une photo de son mari. Et bien là, j'ai compris. Son mari a fréquenté ma librairie de manière assidue. Plusieurs fois par mois, 2 ou 3 fois par mois, pendant au moins 15 ans. On connaissait ses habitudes, on connaissait son discours, si je peux dire, et c'est ça qui est fou, c'est ça qui est fou comme histoire. C'est que c'est un homme où il y a un certain nombre de choses vraies dans sa vie, mais il a passé sa vie à fabuler. Et les propos de sa femme, c'était que c'était un affabulateur. C'est rare qu'on entende ce mot là, dans la bouche de quelqu'un. Il était un affabulateur. Elle a pris soin de rajouter que c'était une bonne personne, qu'il était gentil, qu'il était aimable. J'ai pu confirmer. C'est un homme d'une grande politesse qui me donnait, somme toute, quand même, l'impression d'être cultivé, sans qu'on ait jamais eu de conversation réelle sur les livres. Mais il fréquentait toutes les librairies de Montréal. Mais ce qu'il m'avait raconté, et qu'il m'a raconté quand même pendant toutes ces années, c'est qu'il possédait une maison en France et qu'il vivait à l'île Perrot. D'ailleurs, on a retrouvé quelques livres consacrés à l'île Perrot. C'est dans le sud-ouest de l'île de Montréal, mais loin. Et il n'a jamais vécu, évidemment, à l'île Perrot, et il n'a jamais possédé de maison en France. Elle me racontait donc qu'elle s'était mariée avec lui en 1967. Je ne vous dirai pas où il travaillait, je ne vous dirai pas son nom, vous comprenez bien. Et je ne vous montrerai pas non plus la photo. Mais j'ai eu un choc, parce que cette masse incroyable de livres, je n'ai pas cessé de m'interroger sur son propriétaire, m'étonnant de ne pas le connaître. En fait, je le connaissais, oui, mais pas tant que cela. Car elle me racontait que, oui, ils se sont mariés en 1967, et elle a mis un certain nombre d'années à réaliser qu'il ne disait jamais la vérité. Toute sa vie, il l'avait inventée. Toute sa vie, il offrait l'image, en tout cas, où en fait il y avait sans doute une véritable quête. On n'achète pas, on ne se procure pas dans toutes les librairies de Montréal 20 000 livres sans qu'il y ait un intérêt. Mais les livres, il ne les lisait pas. Les films, il ne les regardait pas. Puis d'ailleurs, je crois tout à fait cela, c'était impossible. Ce n'était pas une bibliothèque qu'il avait. C'était, vous savez, comme c'est quel insecte qui ramasse le scarabée qui ramasse des détritus pour en faire une énorme boule et qui devient de plus en plus grosse et qui la pousse et qui la pousse et qui la pousse et qui parfois peut-être finissent même par écraser l'infortuné insecte. Alors lui, c'est une sorte de scarabée, si on veut. Il avait roulé sa boule. Je vous ai raconté que, bon, la pièce, il l'avait complètement envahie, elle n'avait pas vu la lumière pendant 22 ans. Le placard, nous sommes dans le placard, là. Nous allons bientôt en sortir, René et moi. C'est encore des centaines de livres.
nous sommes rendus, quand nous allons y retourner la semaine prochaine, ça va être notre troisième escapade dans le placard. Et là, le niveau a monté. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les premiers livres, il y a 22 ans, lorsqu'il fréquentait ma librairie, étaient pas si mal. Mais dans le placard, les livres, ils sont nettement meilleurs. Et sans doute, en fait, tout son argent, il passait aussi, parce que il occupait un poste quand même, somme toute, assez modeste dans la fonction publique. Et tout son argent passait là. Ce placard était rempli de vêtements. Pour pouvoir le remplir, il a fallu qu'il se débarrasse de ses vêtements. Il a fait ça avec le KGB qui va être la dernière étape de cette aventure assez rocambolesque, et rempli également de DVD et de livres. Je juge que nous en avons encore peut-être pour 4, 5, puis peut-être même 6 expéditions. Une expédition, on remplit la camionnette, là. Vous voyez? Alors, figurez, on aura fait 16, 17 expéditions. Et d'apprendre, finalement, que cet homme-là racontait des mensonges partout. Il disait de sa femme qu'elle était une très grande peintre connue. Aujourd'hui, elle me confiait qu'elle avait pris des cours lorsqu'elle était jeune, mais qu'elle n'était pas une artiste. Mais lui, il avait décidé qu'il avait une maison en France, qu'il vivait dans une sorte de manoir à l'île Perrot, que sa femme était une grande peintre, et que rien ne pouvait, au fond, entamer sa joie de vivre. Elle me racontait qu'il était toujours content, il était toujours heureux. Un homme très doux, très affable, très gentil, mais qui avait complètement inventé sa vie. Je vous raconte ça et je suis encore sous le choc. Parce que déjà, cette bibliothèque-là, l'histoire de cette bibliothèque, l'histoire derrière la bibliothèque, donc l'homme qui est derrière la bibliothèque, que révèle cette bibliothèque sur son propriétaire, me hantait. Me hantait parce que nous y retournons, nous y retournons, nous y retournons. Et nous souffrons même physiquement. Nous y trouvons notre compte, va sans dire, c'est notre boulot. Mais il y a quelque chose de... on a été pris dans une sorte de processus et je suis absolument convaincu que n'eût été de la folie de René et moi, cette dame n'aurait pas trouvé personne pour faire ce qu'on fait. Parce que la tâche, elle est herculéenne. Mais c'est l'histoire de sa vie, cette accumulation. Là, on peut parler d'accumulation. Alors, il s'est inventé une sorte de mirage. Elle me racontait également quand les premiers signes du Parkinson sont apparus, il commençait à tomber. Et les explications qu'il fournissait pour expliquer ses chutes, c'est que ses lacets étaient... Il avait mal lacé les lacets de ses souliers. Il y avait toujours une explication banale à la tragédie qui était pour l'emporter. Aujourd'hui, avec le recul, la dame me confiait que peut-être il aurait mieux valu le faire voir plus rapidement par un psychiatre ou un psychologue. Et que la souffrance d'avoir été abandonné dans l'enfance par non pas une mère française comme je l'ai cru, comme je l'ai affirmé dans cette vidéo, mais plutôt par une fille mère irlandaise et où c'est une infirmière française qui l'a recueilli et qui l'a adopté.
et qui, vraisemblablement, cette infirmière, ça, on peut s'aventurer sans trop se tromper, devait être d'origine alsacienne, vu l'incroyable nombre de livres consacrés à l'Alsace. Aucun à l'Irlande, cependant. Et lorsque j'ai reconnu sur la photo Monsieur T, l'énigmatique Monsieur T, eh bien, son morphotype, si je peux dire, eh bien, il ressemble à un Irlandais. On peut dire, ça ressemble quoi à un Irlandais? Le teint clair, les yeux bleus, pâles, une sorte de morphologie, j'allais dire caractéristique, mais bon, on va pas faire du profilage, mais pas le modèle courant, disons, québécois. Alors, aujourd'hui, il est encore hospitalisé, il ne reconnaît plus absolument personne, il n'est plus là, du tout. Mais elle me racontait donc qu'il n'avait jamais été malheureux, qu'il n'avait pas été malheureux. Mais quelle part de souffrance inimaginable, une sorte de quête qui ne trouve pas son objet. Une sorte de bibliothèque aux antipodes avec celle de Michel, l'homme aux 4000 curiosas, extrêmement organisé dans l'exercice de ses désirs et de son plaisir, extrêmement méthodique quant à la classification de ses intérêts. En fait, oui, l'intérêt de l'érotisme, c'est pluriel. On s'intéresse à l'érotisme, ça n'a pas de fin. Le sujet est infini, même si l'acte en lui-même est plutôt à la fois répétitif, banal, et c'est une chose qu'on expérimente tous. Comment quelque chose d'aussi banal que l'acte sexuel peut autant nous intéresser, au fond. Ah, mais Michel, il savait exactement ce qu'il faisait. Et sa vie était constituée autour de cela. Son habitat était un habitat propice aux rêveries ludiques, aux désirs, aux fantasmes, aux rêveries érotiques, une sorte d'univers onirique qui incite à la dilatation de l'âme. À l'opposé, M. T traînait, amassait, faisait une énorme boule avec sa souffrance refoulée, avec sa maladie sans doute qui commençait à le titiller, qui commençait à planter ses crocs dans sa chair. Et cette masse ahurissante de livres, ténébreuse, poussiéreuse, harassante à déplacer. Là, ici, c'est la foi qui déplace la masse. Tandis que Michel, on l'imagine recevant chez lui des compagnes enchantées par la lecture des ouvrages qu'il pouvait leur offrir. Deux destins de lecteurs aux antipodes, au fond. Un homme bien en phase, bien enraciné, sans doute qu'il n'avait aucune raison de s'inventer une vie. Il avait déjà... En fait, il n'avait pas de vie inventée. Il avait rêvé sa vie. Il en opposait un homme qui l'avait aussi, sans doute, d'une certaine manière, inventé sa vie. Mais que sa vie, au fond, l'avait emporté. Il n'avait pas réussi à s'arrêter pour les livres, les fameux ouvrages. S'arrêter pour les classer, les livres. S'arrêter pour vivre enfin avec cette bibliothèque. Ce n'était pas une bibliothèque, il n'y avait pas de rayonnage, figurez un peu. Il n'y avait pas de rayonnage, il n'y avait pas
d'installation. C'était une masse énorme de souffrance. Souffrance avec laquelle la poussière se mêlait. Et comme je l'ai dit, avec les mythes, les insectes microscopiques qui vivent dans la poussière. La poussière est vivante. Hein? On s'imagine que la poussière est morte, mais la poussière est très vivante. Il se passe plein de choses dans le monde de la poussière. Une boule de poussière et de papier. Enténébrée, la lumière ne passe jamais. Jamais on ouvre les livres, jamais on regarde les films. Toujours en avant. On pousse sa boule. Ah, j'ai été... j'aurais jamais pu imaginer que c'était Monsieur T. Quand j'ai vu la photo dans les mains, là, je vous raconte ça et je vais sans doute mettre... Je vais mettre plusieurs jours. Et quand je vous raconte que la vraie histoire de la littérature, c'est celle des lecteurs. Et cette histoire-là est à faire. Ben, je la fais un peu, là, ce soir, avec ces portraits de lecteurs. Ces portraits de lecteurs avec... Au fond, les bibliothèques, c'est des miroirs. Je le sais, je ne cesse de le dire. Je suis une sorte de psychanalyste des bibliothèques. Mais je ne croyais pas si bien dire, je pense. Mais il faut tout analyser. Il faut tout analyser comment ça se constitue, une bibliothèque comme celle de M. T ou celle de Michel. Les moyens qui sont mis, la quête, les endroits visités, les librairies visitées, l'acharnement méthodique. Méthodique dans les deux cas. Sauf dans le cas de M. T, il pouvait avoir 10 fois, 12 fois le même livre. Est-ce que ça avait de l'importance? Peut-être aussi, je sais que à la librairie, nous avions un lien. C'était M. T. Et puis nous échangeons, et il me parlait de sa maison à l'île Perrot. Il me parlait également de sa maison en France. Parfois, les clients nous disent un tas de trucs. C'est vrai, c'est faux. La plupart du temps, on ne juge pas de ce que les gens nous disent. On ne remet pas en doute la parole offerte. Parfois, on peut se poser des questions. Oui, c'est curieux, sa maison en France, mais il est tout le temps dans ma boutique. Mais je m'étais pas... en y repensant, là, plusieurs années plus tard, je ne me revois pas remettant en cause sa parole. Mais je comprends évidemment aujourd'hui que je ne comprenais pas, en fait. Et sa dame qui a passé quand même, ils sont mariés en 67, voyage de noces à Paris, eh bien, elle aura vécu d'une certaine manière dans... C'est assez étonnant, ce fatalisme-là, d'accepter ça. Il était extrêmement gentil. Mais il ne disait jamais la vérité. Peut-être que la vérité, pour lui, elle était absolument impossible à admettre ou à accepter. L'abandon de sa mère. Et sa mère adoptive, semble-t-il, lui laissait tout passer. Peut-être la mère adoptive connaissait-elle les conditions dans lesquelles ses premiers moments d'existence, dans lesquels il a vécu les premiers moments de son existence. Peut-être l'a-t-elle toujours vu comme un être fragile, à protéger, un petit oiseau tombant du nid qu'on doit recueillir, et qu'elle l'a peut-être entouré d'une trop grande affection. C'est ce que la dame nous a dit au début. Sa mère l'avait... Je n'avais pas compris que c'était sa mère adoptive, mais que sa mère l'avait surprotégé. Lui avait permis de vivre dans un monde onirique. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il est toujours vivant, mais il n'est plus là du tout. Il a peut-être réussi enfin à retrouver cette bibliothèque imaginaire.
Je vous quitte, je vais aller saluer mon ami Yves. À demain. Bonsoir.